Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Parlons laïcité, émission que nous enregistrons aujourd'hui le jeudi 2 mars 2023. Vous le savez, Parlons laïcité, on se réunit tous les premiers jeudis de chaque mois pour en parler. Et aujourd'hui, notre invitée, ça va être Floriane Gouget, qui est la présidente de l'association étudiante Dernier Espoir. Et on va pouvoir l'entendre pendant toute une heure, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette association et tout le combat qu'elle mène. Et puis, nous aurons bien sûr, comme à chaque fois, notre artiste Jean Cry. Il nous dit bonjour. Il est déjà affairé sur ses dessins pour les caricatures que nous parlerons lors de la seconde heure de l'émission, avec le débat du public, bien sûr. Eh bien, Floriane, merci de ta venue. Et puis, tu as la parole. Parlons laïcité. Je suis ravie d'être là. Alors, je vais vous parler effectivement du projet Amphithéâtre Charbre, mais avant ça, je vais bien sûr vous parler de Dernier Espoir, parce qu'on est une toute jeune association. Voilà, peut-être que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas d'ailleurs. Dernier Espoir, c'est un projet d'abord lycéen, qui deviendra étudiant parce que voilà, les membres grandissent. On finit par... Voilà, on était lycéen au début du projet et on est devenu étudiant. Dernier Espoir, c'est une association qui, de base, est née avec des objectifs qui n'avaient rien à voir avec la laïcité, qui n'avaient rien à voir avec les projets et les combats qu'on mène aujourd'hui. On était une association qui se voulait défenseuse des valeurs humanistes, qui se voulait voilà, venir en aide un petit peu à tout un tas de publics différents qui voyaient très très large. On voyait très très large avec un pôle d'aide aux personnes en situation de handicap, avec un pôle féminisme. Voilà, on voulait un petit peu que ces questions-là, elles soient traitées par une association jeune et qui aurait été unique, qui aurait été un interlocuteur unique. Voilà, avec le temps, on se rend compte que c'était un projet qui était très très ambitieux, mais pas impossible, mais qui était très très ambitieux. Et ce changement, il s'explique pas spécialement par le fait que voilà, c'était ambitieux, ça demandait un travail énorme. Il s'explique aussi par l'actualité, puisque Dernier Espoir a été fondé en juillet 2020. Donc juillet 2020, nous en tout cas, on était entre le lycée et l'université. Et évidemment, en octobre 2020, arrive l'assassinat de Samuel Paty. Et là, évidemment, on est tous un petit peu, énormément d'ailleurs choqués par la nouvelle. Et on se pose une question qui est, évidemment, on est jeunes, donc on est assez présents sur les réseaux sociaux, et on s'interroge du silence peut-être d'une grande partie de notre génération. Voilà, effectivement, il y a de la compréhension, mais il y a très peu de jeunes qui vont venir s'engager et qui vont venir en tout cas réagir à l'information. Tombe ensuite, évidemment, le motif, entre guillemets, de l'assassinat, c'est encore et toujours les fameuses caricatures. Et nous, à Dernier Espoir, on se dit, on est jeunes et on se dit non, pas encore, c'est pas possible. Et puisque tombe le motif des caricatures, tombe évidemment ensuite la question d'une jeunesse qui va réagir. Il y a celle qui va condamner, il n'y a pas de problème. Et il y a celle aussi qui va venir très vite... Une fois, entre guillemets, le délai de décence passé, bon, quoi qu'il y en a qui n'ont pas attendu, mais au moins une fois le délai de décence passé, il y aura la question du oui, mais il n'aurait pas dû montrer les caricatures, oui, mais ça peut blesser des gens, oui, mais, enfin bref, le discours qu'on connaît très très bien par rapport aux caricatures qui ont été celles, en l'occurrence, c'était celle de Charlie Hebdo. Et là, on se pose une vraie question parce qu'on se dit donc on a une jeunesse qui condamne frileusement ou qui condamne, mais voilà. On a une jeunesse qui est sur le oui mais on n'a pas vraiment de jeunesse qui sur le fond est là et puis dit ça suffit quoi. L'attentat contre Charlie Hebdo, la décapitation d'un professeur, enfin non stop. Il y a vraiment un truc qui va pas et il n'y a pas de prise de position. En tout cas, nous, on ne voit pas de prise de position de la part d'une jeunesse universitaire
sur ces questions-là. Et là, en fait, on se dit, il y a un problème. Il y a un vrai problème avec la génération qui arrive. Il y a un vrai problème parce que, en tant qu'étudiant, on est censé, en tout cas majoritairement, voilà, quel que soit le domaine d'études, on est censé devenir plus tard ce qu'on appelle les intellectuels, enfin ce qu'on appellera les intellectuels, les gens qui ont fait des études. C'est ce côté un peu, c'est ce que sont ces jeunes en devenir en tout cas. Donc on se pose pas mal de questions et on se dit effectivement, une fois qu'on a bien cherché, il n'y a pas d'association ou d'organisation jeunesse qui soit très au clair avec la question de laïcité, qui soit très au clair avec la question de liberté d'expression. En tout cas, il n'y en a pas ou très peu. Et donc, ça crée un petit peu, ça crée un questionnement chez nous. Pourquoi ça n'existe pas ? Voilà, ou c'est anecdotique et voilà. Et quel est notre rôle à jouer à nous, en tant que jeunes, en étant sensibilisés à ces valeurs, quel est notre rôle à jouer à nous ? Parce que c'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte que quand on va parler à des jeunes de laïcité, quand on va leur parler de valeurs républicaines en général, en fait, c'est horrible. Enfin, c'est horriblement. Enfin, c'est horrible à constater, mais souvent on va vous répondre. Bah, c'est toujours des vieux. Enfin, c'est horrible, mais c'est ce qu'on vous dit. Ça a un côté très descendant, en fait. Voilà, on vous parle de laïcité, entre guillemets, dans la tête des jeunes. Ouais, bon, on va venir nous barber. C'est un mec de 60 piges qui va venir nous barber avec un discours, etc., etc. Ce qui, d'ailleurs, moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des gens de 60 ans qui viennent nous parler de laïcité. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, mais c'est un petit peu ça, en fait, qu'on imagine. Ça va être un truc très magistral par quelqu'un qui va nous enseigner un truc très descendant, et puis nous, on n'aura rien à dire. En gros, c'est un petit peu l'impression que ça donne, en tout cas. C'est comme ça que c'est imaginé en général. Et en fait, nous, on s'est dit, bah, puisqu'on a leur âge, cet argument-là, il ne pourra pas exister, parce qu'on ne pourra pas nous dire à nous, qui avons, à l'époque, j'avais 18 ans, on avait 18-19 ans, on ne pourra pas venir nous dire à nous, alors vous venez nous parler de laïcité, de valeurs qui sont vues comme ringardes par la jeunesse, vous venez nous parler de ça, bah oui, non, enfin, voilà, ça n'aura pas ce côté descendant, entre guillemets, et peut-être que ça pourra libérer une certaine parole aussi, quand il y a de l'incompréhension, ou voilà, quand il y a des choses qu'on ne sait pas nommer, qu'on ne sait pas identifier, enfin voilà, peut-être que ça pourrait libérer la parole d'une jeunesse, et puis ça pourrait effectivement les encourager à s'engager dans ce domaine-là avec des jeunes de leur âge qui ont envie de faire des choses, et puis voilà, leur montrer que la laïcité, c'est pas un truc ni de politique, ou réservé aux gens qui ont fait Sciences Po, ou réservé aux gens d'une caste particulière, ou enfin voilà, la laïcité, c'est une valeur de la République. La République, c'est nous tous. Donc voilà, c'est ce côté aussi dire on va réintégrer ces jeunes qui se sentent un peu exclus de la communauté, de la République, de la communauté générale. Et en fait, quand on a cette réflexion entre nous, on est loin d'imaginer tout ce qui va se passer après. On est loin d'imaginer tout ce qu'on va découvrir, parce qu'effectivement, voilà, nous on est jeunes aussi, donc on sait ce qu'on sait, mais on n'est pas, voilà, on a carrément beaucoup à apprendre encore, donc et le but est celui-là, on va apprendre ensemble, et puis on va faire le job ensemble, quoi. Et en fait là on découvre l'état de nos universités, l'état de notre jeunesse, qui en fait on arrive face à une jeunesse qui est complètement dans l'obsession identitaire pour beaucoup, qui est dans un rejet presque total parfois des valeurs républicaines. Alors évidemment, je ne fais pas de généralité, je parle de ce qu'on a observé. Évidemment que c'est pas la généralité, et heureusement. On découvre toutes ces choses-là, et puis on découvre des jeunes qui savent pas aussi, ne serait-ce que définir la laïcité. Ce qu'on nous répond, c'est oui, on nous en a parlé à l'école, oui, vite fait, enfin, ça me dit quelque chose rapidement, et puis, enfin voilà, il y a plein de questionnements qui sont pas clairs. Enfin, il y a plein de choses autour de cette notion qui sont pas claires. La laïcité, c'est une sorte de grand truc un peu flou qu'on nous rabâche tout le temps. En gros, c'est un petit peu ça qu'on nous répond. C'est assez dommage parce que voilà, effectivement, la laïcité, tout comme l'égalité, tout comme l'universalisme, fait partie tout de même
d'un gros pilier de notre société. Enfin, elle fait partie des valeurs de notre République, donc c'est dommage de la méconnaître à ce point. Alors là, il y a une autre question qui peut être posée, mais on pourrait la développer, et puis je pense que je ne serai pas la meilleure pour la développer. C'est effectivement qu'est-ce qui mène à ce que des jeunes qui sont aujourd'hui à l'université aient une si mauvaise connaissance de ce qu'est notre État et des valeurs qui le constituent. Enfin, voilà, est-ce que c'est où est parce que c'est clairement une défaite collective. Après, où est-ce qu'elle est et quelles sont les solutions? Moi, je les ai pas. Et puis, je me verrais absolument pas aller juger le travail de nos enseignants ou de notre école, qui effectivement peut être critiquable. Mais voilà, moi, je pense que l'école de la République est quand même un bien précieux et qu'on peut pas lui attribuer tous les maux. Même si, effectivement, peut-être qu'il y a une défaite de ce côté-là, je n'ai pas la réponse. Et donc, en fait, c'est un moment où on a plus de questions que de réponses. Et vous allez voir, à Dernier Espoir, c'est un petit peu ça. On a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Avec le temps, il y a des gens qui viennent nous apporter des bouts de réponses. Et voilà, mais au début, on part avec ces questions-là. Sauf que là, on peut se poser tout plein de questions. On est au lendemain de l'assassinat d'un professeur pour avoir montré 2 dessins en classe. Enfin, c'est délirant. Et nous, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite ? Alors, on se pose des questions, évidemment, et on se dit, eh bien, voilà, on a un potentiel, on a un groupe d'étudiants qui ont envie de faire des choses. Donc, on va s'attaquer à cet énorme monstre qui est la laïcité chez la jeunesse. Enfin, cet énorme monstre de travail, je veux dire, évidemment. Et sauf que c'est très bien, voilà, c'est un joli projet, etc. Mais encore une fois, c'est une question qu'on se pose. Enfin, ces questions-là, chez nous, elles sont nées vraiment dans les 72 heures après l'assassinat de Samuel Paty. Donc c'est très bien la théorie, mais on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant tout de suite pour, ne serait-ce que pour réagir à ce drame horrible et pour amener les jeunes à se poser les bonnes questions. Et donc en fait, on réfléchit, il y a des dizaines d'appels, voilà, enfin vraiment, on se pose des questions tous ensemble et on se dit, en fait, faut pas oublier que de base, là, ce qu'on reproche encore, c'est les caricatures. Ces caricatures, elles sont fantasmées depuis des années par une jeunesse qui, alors, il y a ceux qui les ont vues, ceux qui les ont pas vues, ceux qui les ont comprises. Je sais pas, enfin voilà, mais une majorité qui les a pas comprises, ceux qui disaient en être offensés, enfin voilà, c'est un vrai bouillon de plein de questions, ces caricatures, et en fait on se dit, nous on va pas essayer de slalomer entre comme beaucoup le font, on va attaquer frontalement cette question. Et en fait, on va organiser un concours de caricature. Parce qu'en fait, on va dire à une jeunesse qui ne comprend pas le dessin de presse, qui semble en tout cas ne pas comprendre le dessin de presse, qui le condamne, qui condamne directement à coups de oui, mais ça blesse des gens, etc. Et ben, on va leur dire, au lieu d'aller répéter quelque chose qui a été dit et redit par des gens beaucoup plus qualifiés que nous sur ces caricatures, on va leur dire, mais en fait, essayez-vous à la caricature. Alors déjà, c'est un sacré défi parce que la caricature, c'est pas donné à tout le monde. Le dessin, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, même nous, il y a aucun dessinateur dans l'équipe à l'époque, il y a aucun jeune qui sait dessiner. Voilà. Mais donc on se dit, on va monter ce truc, mais on l'a monté en 2 semaines. Et arrive le moment de choisir un thème, parce que un concours de caricature, c'est assez vaste. Et en fait, à ce moment-là, moi, je suis assez frontale. Je dis que voilà, on a cette histoire de caricature. Ce qu'on reproche, c'est les caricatures du prophète Mahomet. Donc, on va faire un concours de caricature du prophète Mahomet. Et alors là, il y a mon équipe qui me dit non, Floriane. Enfin, il y a l'équipe de l'ASSO à l'époque, la jeune équipe qui me dit non, Floriane, c'est pas possible. Enfin, doucement, tranquille, on va parler, mais doucement. Tu peux pas y aller frontalement comme ça. Tu vas être complètement contre-productive. Avec le recul, je me rends compte que c'est le cas. Mais alors, on va faire plus large. On va faire un concours de caricature sur les religions. Et alors, on lance ce truc en se disant, parce qu'en fait, on pourra pas nous apporter l'argument de... c'est vrai que... Voilà, l'idée de partir sur une seule religion, on va nous apporter l'argument de c'est encore une fois une obsession, etc. Enfin bref, tous les trucs qu'on entend et qu'on réentend de manière constante. Et là, on se dit, on va faire autre chose. On va faire un concours de caricature sur les religions en général. Et en plus, ça ouvre complètement. Voilà, on pourra pas nous apporter l'argument de oui, mais du coup, vous excluez des gens parce qu'évidemment, les musulmans vont pas participer. En plus, c'est pas vrai. Enfin voilà, il y a des musulmans qui caricaturent, très bien l'islam, qui sont capables d'autodérision. Enfin.
On va pas le répéter. On en a un petit peu marre à Dernier Espoir de cette condescendance envers la communauté musulmane qui fait que dès qu'un dessin sort sur l'islam, on va venir vous dire ouais, non mais vous vous rendez compte, non mais c'est tout le temps eux, puis c'est blessant, et puis ceci, et puis cela. Enfin, comme si un musulman n'était pas capable A, de comprendre une caricature, et B, d'autodérision, et voilà. Enfin, c'est un petit peu agaçant en fait. Ce concours, il est lancé par une vidéo qu'on tourne un petit peu avec les moyens du bord et avec beaucoup d'aide aussi. Et là, on se dit attendez, on vient de lancer un concours de caricature. On n'a pas vraiment mis de critères ni d'âge. De base, on voulait le réserver aux jeunes. En fait, on a choisi de pas mettre de critères d'âge parce qu'on s'est dit que nous, on vise la jeunesse, mais c'est vrai que c'est une question qui parfois se pose chez d'autres, voilà, chez des personnes un peu plus âgées, des actifs, etc. Donc, on va pas ni le réserver aux étudiants, pardon, ni le réserver à une certaine tranche d'âge. On va complètement ouvrir. Et donc, on lance ce truc spontanément. Et on se dit, en fait, personne nous connaît. On n'a jamais rien fait. On est une dizaine d'étudiants. Enfin, on va recevoir un dessin et encore, ça va être le copain qui l'a fait parce qu'il est sympa et qui veut pas que notre truc il floppe totalement. Mais on se dit, on va rien recevoir. Et en fait, on reçoit une 50aine de dessins en 3 mois. Et alors là, on est vachement surpris, on est vachement content. On reçoit des dessins d'Angleterre aussi. Alors on est très content. Voilà, il y a des amateurs, il y a évidemment des professionnels, mais c'est normal, c'était ouvert à tous. Les dessins qu'on a reçus notamment d'Angleterre étaient signés par 2 caricaturistes qui travaillent pour la presse anglaise. Et en fait, donc ils nous envoient et leurs dessins et une fiche de présentation. Ça nous a vachement fait sourire. Enfin, donc on était très contents. On reçoit de très bons dessins, de très mauvais aussi, parce qu'un mauvais dessin ça existe. Et en fait là on se retrouve avec ces dessins. On est 10 jeunes et on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'on a lancé un truc comme ça du jour au lendemain, honnêtement en pensant que ça marcherait jamais. Mais le but était aussi de créer un débat. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, on panique un petit peu entre nous. Et puis on se dit, faut qu'on trouve un jury. Mais il faut qu'on trouve un jury avec des gens qui savent faire. Et là, on commence à envoyer des mails un petit peu partout, de manière complètement désespérée. Et il y en a une qui va venir nous sauver dans tout ça, c'est Alice de Charlie Hebdo. Alice, qui est une très jeune dessinatrice, que personnellement, on est assez unanime à Dernier Espoir, qu'on trouve très talentueuse. Et à qui j'ai l'audace d'envoyer un petit message en lui demandant si elle accepterait de participer au jury de ce concours complètement improvisé qui devait aller nulle part. Et elle nous répond que oui, qu'elle est disponible et que voilà, elle va nous aider. En tout cas, voilà, c'est sa démarche. C'est je vais vous aider, bien sûr que je vais vous aider. Et donc elle nous envoie une sélection de dessins. En attendant, on envoie effectivement des demandes à d'autres personnalités. Patrick Pelou notamment a participé à la sélection des dessins, a pris le temps de participer à la sélection des dessins. Et en fait, c'était le premier gros projet Dernier Espoir. Donc ensuite, on a une liste de gagnants. Alors on était complètement délirants à l'époque. Enfin, on est jeunes, quoi. Donc on s'est dit, on va faire une énorme remise des prix. On va louer une super salle. On va inviter 10 000 personnes. Je plaisante. Et en fait, il y a un vieil ami à nous qui s'appelle le Covid, qu'on connaît tous, je crois, qui a calmé nos plans, clairement. Non, tu vas pas louer une grande salle et tu vas pas faire venir des milliers de personnes. Non, je pense que... très bas, on a dit merci Covid parce qu'en fait, on savait pas comment faire. Et donc, en fait, voilà, c'est un concours qui a eu ses gagnants, mais c'est resté uniquement symbolique et on n'a jamais pu faire notre grosse remise des prix. Voilà, mais c'était le premier gros projet Dernier Espoir. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on était parti. On était parti sur une ligne où il n'y avait pas grand monde chez la jeunesse. Et on était partis et on a vu qu'on avait du soutien en fait aussi. On a vu que là où moi je pensais qu'on allait être tout seul et qu'on allait recevoir 2 dessins et que personne allait vouloir entendre parler de notre truc, et ben en fait on a été soutenu par des gens géniaux. On a reçu des dessins. Enfin voilà, là on se dit il y a un truc à faire. Et on est en 2020. Donc, en matière d'actualité, au-delà du tragique assassinat de Monsieur Paty, il y a le harcèlement dont est victime la jeune Mila depuis janvier 2020. Et là, c'est pareil, c'est une question que je me suis d'abord posée toute seule, mais c'était uniquement par sensibilité personnelle, en fait. Je vois tout ce qu'elle subit et je me dis,
En fait, y a des gens qui ont aucun complexe à lui envoyer des horreurs, mais des trucs mais monstrueux. Ça va jusqu'au montage de la photo de Monsieur Paty décapité avec sa tête à la place. Enfin, des trucs, mais d'une horreur. Et ça tourne et c'est retweeté des milliers de fois sur Twitter. Et de l'autre côté, on a une jeune femme qui a à peine mon âge. Et en fait, y a des soutiens, mais ils sont assez timides, ils sont assez... Et en fait, ça m'agace. Et là, honnêtement, à l'époque, j'ai 18 ans, je réagis de manière ultra personnelle. Je poste un truc sans me poser trop de questions et voilà, peut-être pas avec les bons mots d'ailleurs. Je disais qu'en fait, ce qu'elle subissait, c'était horrible et que je la soutenais évidemment et que si ça posait problème à des gens, j'étais suivie par 20 personnes. Si ça posait problème à des gens qui me suivaient, j'en avais rien à faire en fait et que effectivement, je voyais pas pourquoi il y avait même une possibilité de oui mais autour de menaces de mort d'une jeune femme qui vit depuis l'âge de 16 ans sous protection policière. Enfin, c'est délirant. Il y a pas de oui mais. Et en fait, pareil, la question se pose au niveau de l'association. Qu'est-ce qu'on va faire pour soutenir cette jeune femme ? Et donc, en fait, l'asso choisit d'afficher clairement son soutien à Mila sans aller trop loin, parce que le but, c'était pas non plus de la remettre sous le feu des harceleurs ou de recréer quelque chose. Donc voilà, on essaye de le faire discrètement et voilà. Et en fait, quand vous prenez ces positions, nous on le sait pas encore. En fait, on le sait, mais on le sait un peu naïvement. En fait, ça nous arrivera pas à nous parce que voilà, il y a toujours ce côté, on est une petite asso, personne nous connaît et tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Et en fait, donc je prends position moi-même avec l'asso évidemment, mais d'abord je le fais toute seule. Je prends position pour défendre Mila. Je poste un pauvre truc qui devait faire 10 vues, qui en fait 3000 en 4 heures. Et là, je reçois des tombeaux de messages horribles et je comprends pas ce qui m'arrive parce que ça pouvait pas m'arriver. C'est horrible, mais naïvement, je me suis dit que ça pouvait pas m'arriver, que voilà, mon truc allait faire 20 vues, mais qu'au moins je l'avais fait en fait. Et en fait, je reçois, ça commence par des insultes. Très vite, ces insultes deviennent des menaces et je reçois des centaines de messages en une soirée. Je comprends pas vraiment, mais voilà. Et donc en fait, on en est là. Et donc évidemment, l'association, voilà, on fait les choses ensemble. Donc l'association me soutient indiscutablement. Et en fait, donc l'association prend position en disant voilà, que ce soit envers Mila, envers notre camarade ou envers d'autres. Enfin voilà, les menaces de mort, c'est inacceptable. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est inacceptable. Et en fait, la presse commence à s'intéresser un petit peu à cette petite asso qui fait beaucoup de bruit, alors que voilà, qu'on est si jeune et enfin voilà, on est une si petite asso. Et en fait, c'est le moment où Dernier Espoir va se retrouver évidemment sous le feu des insultes et des menaces. Et c'est le moment où là, on reçoit mais des soutiens inespérés. Clairement des soutiens inespérés et des gens à qui aujourd'hui on dit encore merci d'avoir été là. Et on sait qui a été là et merci infiniment. Et parmi ces soutiens, on a l'ex-DRH de Charlie Hebdo, Marika Brett, qui directement vient nous apporter son soutien, voilà, qui est extraordinaire du début à la fin. Et en fait, au fil de discussions avec Madame Brett, on parle de plein de choses, on parle de la jeunesse, pour laquelle elle fait un travail extraordinaire. Voilà, elle se déplace régulièrement dans les écoles, etc. Mais Madame Brett, au-delà d'être l'ex-DRH de Charlie Hebdo, c'est aussi la personne qui est chargée de la transmission de l'œuvre et de la mémoire de Charb. Et ça fait des années qu'elle fait un travail monstre sur cette question. Et en fait, elle nous raconte tous les obstacles auxquels elle se heurte depuis des années pour faire jouer notamment la pièce issue du texte posthume de Charb, Lettres aux escrocs d'islamophobie qui font le jeu des racistes. Et en fait, elle nous raconte voilà, que cette pièce, pour la faire jouer, ne serait-ce que dans les lycées ou les universités, c'est un combat, que pour la faire jouer tout court, en fait, c'est un combat, que des expositions, pour faire des expositions de dessins de Charb, c'est en fait, honnêtement, des expositions de dessins de Charb depuis 2015. Alors, mon chiffre est peut-être pas le bon parce qu'il y en a qui se sont montés entre deux, mais moi en tout cas j'en ai vu 2. Il y en a eu un peu plus. Honnêtement, il y en a eu un peu plus, mais j'en ai vu 2 et ces 2-là c'était l'année dernière et c'était les 2 premières en tout cas. Donc
Donc en fait, voilà, c'est dingue. Et puis alors nous, de notre âge, on nous apprend en tout cas de base à l'école, à l'université, l'importance du devoir de mémoire. On nous apprend que la transmission c'est important. Et puis quand on est jeune, on nous parle de transmission tout le temps. Enfin, c'est important et on nous le dit depuis le début. Enfin, donc en fait, ça nous surprend et ça nous heurte un petit peu et on se demande comment est-ce qu'on peut apporter notre petite pierre à l'édifice à ça. Parce qu'évidemment, la transmission, c'est le travail de la jeunesse. Et donc, on se pose pas mal de questions. Et évidemment, en réfléchissant, la transmission, c'est l'université, c'est l'école. C'est à l'école qu'on nous dit que la transmission est importante. Donc, c'est l'école, c'est l'université, c'est la jeunesse. Et puis, Charb, c'est l'humanisme, c'est la liberté d'expression. Puis on fait très vite le raccourci de c'est Voltaire parce que évidemment quand on est étudiant, en tout cas de ma place en tant qu'étudiante, évidemment voilà, le raccourci est très vite fait. Et en fait c'est assez évident pour nous. On se dit il faut qu'on fixe un endroit. En fait il faut qu'on fixe ça quelque part. Et donc à l'université évidemment. La Sorbonne parce que c'est l'université des Lumières, parce que c'est Voltaire, parce que c'est Diderot, parce que c'est ce symbole de l'humanisme et de la culture qui est immanquable. Et donc en fait voilà, je suis la première à dire en général que les symboles, franchement c'est relou, mais là faut qu'on y passe, on n'a pas le choix. Et donc on se dit on va nommer cet amphithéâtre, on va demander à la Sorbonne de nommer un amphithéâtre Charb. Et donc on monte notre petite idée, on la présente à Madame Brett, qui instantanément nous dit mais bien sûr, mais oui, bien sûr, je vais vous suivre, je vais complètement vous suivre sur ça, voilà, qui présente le projet, voilà, à ses parents notamment, qui voilà sont plutôt ok avec l'idée parce qu'évidemment on ne ferait rien sans leur accord et donc tout le monde est ok. Donc on lance ce projet le 20 août 2021 dans une tribune dans Marianne. Cette tribune, elle est signée par plusieurs organisations jeunesse, dont l'UEJF par exemple. Voilà, on a des petits mouvements jeunesse aussi de tous bords politiques. Donc on part avec une bonne base. Enfin, moi je considère qu'on part avec une bonne base parce qu'il y a nous, mais parce qu'il y a des orgas qui nous suivent, parce que là, en l'occurrence, on n'est pas tout seul. Contrairement à ce qu'on a fait un an avant, on n'est pas tout seul. Et donc naïvement, en fait, je sais que ça va braquer certains, mais naïvement, je me dis en 8 mois, c'est réglé. À la fin de l'année, on l'a notre amphi, et puis voilà, c'est cette idée de on n'est pas tout seul, et puis en fait, on envoie un premier courrier à la Sorbonne pour en discuter, qui reste sans réponse. Un deuxième courrier à la Sorbonne pour en discuter, qui reste sans réponse. Et je pense que j'ai envoyé tellement de courriers aujourd'hui que si la Poste était une entreprise privée, j'en serais actionnaire majoritaire. Et en fait, arrive un autre soutien qui a été fortement apprécié de notre part. C'est monsieur Jean-Michel Blanquer, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qui nous dit moi je vais soutenir votre projet. Et alors nous on fait pardon, oui, ok, non mais d'accord, pas de problème monsieur le ministre, mais d'accord. Et comment je peux vous aider? En fait, spontanément, il pose la question, comment je peux vous aider? Et nous on se dit il va falloir qu'on fasse un peu plus de bruit parce que voilà, les courriers ça marche pas, le côté administratif ça marche pas, donc on va essayer autrement. Et on se dit on va lancer puisque c'est comme ça qu'on avait lancé le concours de caricature, par une vidéo. On se dit on va faire une vidéo à propos du projet Charb. On va faire une vidéo, on va faire intervenir les membres de l'asso, on va faire intervenir plusieurs personnalités. Et donc dans cette vidéo, on a notamment Caroline Fourest, Raphaël Enthoven et monsieur Blanquer qui il nous demande comment il peut nous aider, et ce projet arrive et on lui dit on voudrait bien que vous apparaissiez dans une petite séquence, une vidéo de promo, etc. Alors on a quand même conscience que il y a une vraie différence entre dire je vais vous soutenir, vous filer des ressources si on a besoin, etc. et je vais publiquement m'engager, parce que quand on choisit quand même, quand on est ministre de l'Éducation nationale et qu'on choisit de s'afficher publiquement, d'afficher son image publiquement dans un projet pareil d'une toute petite asso, on prend un risque. Honnêtement, on prend un risque, mais il le fait. Il le fait sans poser de questions. Et donc, on fait cette petite vidéo et on se dit qu'il faut qu'il y ait une suite.
parce qu'on peut pas tout faire par vidéo, et puis on n'avait pas eu notre fameuse remise des prix. Alors on s'est dit, on a envie de voir les gens un petit peu, parce que effectivement, ça fait 1 an qu'il y a des gens qui nous soutiennent et qui sont là, et ces gens-là, on les voit pas. On va essayer de voir ces gens-là, et on va organiser une réunion publique. Alors, au moment où on choisit... Alors, évidemment, au moment où on se dit ça, on n'a ni salle, ni budget. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on monte les projets à Dernier Espoir. Ça va pas marcher, mais ça finit par marcher. Évidemment, vu qu'on est avec plusieurs organisations jeunesse signataires, on fait un petit peu le tour de notre carnet d'adresses et on trouve une salle. Et alors, une fois qu'on a la salle et qu'on nous la prête gracieusement avec l'équipement, etc., on se dit, bon, bah là, on y va. Il n'y a pas le choix, on y va. Et donc, on lance la vidéo de lancement avec la date de la réunion publique à la fin. On va tracter devant les universités, voilà, dans les endroits où il y a des jeunes, dans les endroits fréquentés aussi. Donc, on passe nos soirées, nos week-ends à tracter un amphithéâtre Charb à la Sorbonne. C'est très bizarre, j'avais jamais fait, mais c'est quand on connaît pas le tractage, c'est assez particulier, mais donc on y va nous, enfin voilà, on va à la rencontre des gens et on va leur parler de notre projet en fait. Il va pas rester ni dans Marianne ni dans les tiroirs de la Sorbonne. On va aller voir les gens, on va leur parler de ce projet. Cette soirée on l'organise, on invite plusieurs personnalités et on invite notamment Monsieur Blanquer qui accepte de venir. C'est lunaire. Monsieur Enthoven qui accepte aussi d'être là. Madame Brett évidemment. Qui est là, mais qui au-delà d'être un soutien est vraiment présente sur le projet. Enfin voilà, dès qu'on a besoin de quoi que ce soit, on sait qu'on peut l'appeler. Enfin, donc évidemment Madame Brett. Et on se dit donc on va faire une partie un petit peu introduction, mais puis les jeunes vont, les gens pardon, le public va poser des questions. Il y a ce côté interactif, machin, on se rencontre et c'est la première fois que Dernier Espoir rencontre vraiment des gens. L'actualité fait que, notamment la guerre en Ukraine fait que c'est compliqué. Enfin voilà, les personnalités, Monsieur Blanquer n'a pas pu être là. Et Monsieur Blanquer n'a pas pu être là parce que niveau agenda, c'était compliqué. Mais Monsieur Blanquer choisit d'enregistrer une vidéo qu'il nous transmet et qui s'adresse à la salle. Donc voilà, il y a une vraie volonté de sa part. Enfin, c'est pas simplement, voilà, je ne viens pas. Et on l'aurait compris. Non, il y a une vraie volonté. Monsieur Enthoven, finalement, est retenu, pareil, mais nous transmet une vidéo qui est diffusée à la salle. Pierre Juston aussi était là, évidemment. Et en fait, on fait salle comble. À ce premier rendez-vous, la salle est pleine. Voilà, les gens sont contents, ont envie d'être là, ont envie de savoir. Voilà, on propose un truc et ils sont là. Ils ont vraiment envie de nous écouter. Et donc cette soirée, voilà, se passe très bien. On termine cette soirée très satisfait de Dernier Espoir parce qu'on se dit en fait, le projet, c'est le nôtre. Mais après cette soirée-là, c'est plus que le nôtre, en fait. C'est un vrai... Voilà, on a lancé un truc et puis on sait que voilà, les gens dans la salle vont en parler. Et puis voilà, on a vraiment lancé un truc collectivement et on y va et on se dit... ensuite, suite à ça, on fait quelques médias, notamment... voilà, on est sollicité par quelques médias pour parler du projet. Et là, on se dit, voilà, c'est plus possible. Le projet, il est plus dans les tiroirs de la Sorbonne. Il est plus entre Dernier Espoir et 3-4 personnes. Il est, voilà, il est connu. Enfin, il est publiquement dévoilé. On le sait. On sait ce qu'on veut. Voilà, on s'en cache pas. Et donc, ça va sûrement faire réagir l'université. Et c'est là où on se plante, parce que l'université, tout le monde, à ce moment-là, en tout cas autour de nous, parle du projet Amphi-Charb. Tout le monde sauf la Sorbonne. Et alors, on se dit, ils peuvent pas ne pas savoir, c'est pas possible, pas après avoir envoyé des centaines de courriers, pas après que M. Blanquer ait apporté son soutien, et certainement pas après voilà, qu'on ait réussi à organiser ça, c'est pas possible. Et donc on se dit il va falloir qu'on change de méthode, je sais pas comment mais il va falloir qu'on change de méthode et voilà, le temps passe assez vite, on leur laisse un peu de temps parce qu'on sait évidemment qu'on n'est pas tout seul et que une université ça a plein de problèmes à régler toute l'année et que voilà, qu'il n'y a pas que nous. Donc voilà, on lance cet appel populaire entre guillemets et on se dit bah la Sorbonne va répondre et la Sorbonne ne répond pas. Et la Sorbonne ne répond pas en mars, puisque cette soirée c'était en février 2022. La soirée ne répond pas en mars. La Sorbonne ne répond pas en mars. La Sorbonne ne répond pas en avril, ni en mai, ni en juin.
Et le temps passe et en fait, on en a un petit peu marre qu'on nous fasse envoyer des courriers à 30 000 adresses mail différentes ou 30 000 adresses physiques différentes, puisque je vais jusqu'à envoyer des courriers à la chancellerie. Et donc, en fait, on se dit ça, on l'a pas dit. En fait, on dit plein de choses, mais ça, on l'a pas dit. On l'a pas dit que la Sorbonne, elle nous répondait pas. Et en fait, l'actualité, encore une fois, fait que on est en juillet et en septembre 2022, s'ouvre le procès en appel des attentats de janvier 2015. Et donc, on rédige un petit billet qu'on poste sur nos réseaux sociaux en disant voilà, ce procès, il va s'ouvrir en septembre 2022. Peut-être que la Sorbonne va penser à nous répondre. Peut-être qu'elle va se souvenir qu'on existe. Du coup, enfin, on essaye d'y aller avec l'humour. Enfin, voilà, le but n'étant évidemment pas d'entrer en guerre avec la Sorbonne. Donc on essaye d'y aller avec un peu d'humour et en fait ça marche. C'est-à-dire que, enfin non, je pense pas que c'est notre humour, bien qu'on soit très drôle à Dernier Espoir, hein, mais je pense pas que c'est ce qui a fonctionné. C'est plutôt que notre appel notre petit mot sur les réseaux sociaux, il est pas mal relayé en fait, et il commence à faire son petit bonhomme de chemin. Et en fait la Sorbonne, elle peut pas ne pas le voir. Et elle se rend compte que là, elle peut plus faire comme si elle ne savait pas. Et donc, on reçoit un message sur le compte Twitter de notre association, alors qu'on a envoyé 20 000 mails à 20 000 adresses mail différentes. Donc, une adresse mail, ils en avaient, des adresses postales, ils en avaient, des contacts téléphoniques, ils en avaient. Mais ils font le choix de nous envoyer un message sur Twitter, en nous donnant une énième adresse mail, en nous disant d'envoyer un message et qu'on va nous recevoir. Et là, je garde ça de côté en disant, là, ils ont promis de nous recevoir. Ils ont dit, on va vous recevoir. J'envoie ce mail dans la foulée et on nous reçoit au mois d'août. Alors, c'est le président des élèves qui nous reçoit au sein de la tour Zelensky, ce campus Jussieu. Et donc, on y va avec Madame Brett. On choisit d'y aller toutes les deux. Et moi, évidemment, pour le projet Amphi-Charb, étudiant, etc. Et elle, en tant que chargée de la transmission de la mémoire de Charb. Puis en tant que femme beaucoup plus aguerrie que moi à ce type de rencontre aussi. Et donc, en fait, je suis contente qu'elle soit là. Et donc, en fait, cette rencontre, elle donne rien. Honnêtement, elle donne rien. On nous écoute. Le président des élèves prend en compte nos revendications. Et en fait, il nous dit qu'effectivement, il allait transmettre à la présidente notre demande. Nous précise, comme on nous le dit depuis plus d'un an, que ce n'est pas la Sorbonne qui décide, puisque la Sorbonne, enfin les locaux de la Sorbonne appartiennent à la chancellerie, donc au rectorat. On le sait, on nous l'a dit. Et on a envoyé des lettres au rectorat, essayez pas de passer la balle. Mais voilà, on leur dit d'accord. Mais la question était, voilà, on va vous répondre, on va vous envoyer un mail. On va vous dire, ou un courrier, je sais pas, peu importe d'ailleurs, et on va vous dire, la présidente vous dira ce qu'elle en pense. C'était en août, on est en mars, et on n'a rien reçu. On n'a rien reçu, et donc récemment, on choisit de le dire, puisque la présidence de la Sorbonne a changé et que la présidente de la Sorbonne est assez active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et donc on se dit, on va répondre un petit peu à ces statuts en se disant, on est là, voilà, on va tenter comme ça. Alors, on le fait une fois, deux fois, voilà, toujours avec sympathie, sans agressivité aucune, c'est pas le but, et puis c'est pas notre façon de fonctionner, puis c'est pas comme ça qu'on se fait entendre, voilà, toujours avec un petit peu d'humour, en répondant dans le contexte à ces statuts, vous faites ça, c'est très bien, vous savez, le projet Amphi-Charb, voilà, on tente un petit peu de passer avec l'humour. Et en fait, il y a la semaine dernière, je crois, honnêtement, je reçois un mail de la part du cabinet de la présidente qui me dit, en gros, qu'on nous a dit que la Sorbonne ne pouvait pas prendre position, que c'est le rectorat, etc., etc. Et on me dit, voilà, si vous voulez, moi, je vous fournis l'adresse mail du rectorat. J'ai envoyé 20 000 mails à 20 000 adresses mail du rectorat. Enfin, j'exagère, mais voilà, j'ai envoyé au moins une quinzaine de mails à 15 adresses mail différentes. Enfin, mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas. Donc, je réponds très gentiment à ce mail en disant effectivement que je veux bien cette information. Et elle me la transmet. Et j'ai envoyé un mail. Et
Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc je peux pas juger je peux pas encore juger leur délai de réponse. Mais à suivre. Voilà. À suivre. Mais tout ça pour dire que, effectivement, on le sait, au moment où on se lance, on le sait parce qu'on en a parlé avec Madame Brett qui le fait depuis des années, les projets sur la mémoire de Charb, c'est compliqué. Qui a toujours voilà, des frilosités partout, des frilosités à faire jouer la pièce, des frilosités à exposer ses dessins. Enfin voilà, on le sait. Mais en fait, on se rend compte surtout, ce qu'il faut dire, c'est que en France, en 2023, pour faire nommer un amphithéâtre du nom d'un dessinateur qui a été assassiné dans les locaux de son journal à l'arme de guerre, ça fait 1 an et demi qu'on se bat. C'est lunaire. Enfin, je veux dire, c'est l'inversion victimaire la plus immonde que j'ai jamais vue, qui est celle menée contre Charb et qui est celle menée contre Charlie Hebdo, même encore aujourd'hui. Qui est immonde et qui nous arrive en pleine tête et que nous on prend du coup qu'on découvre un peu comme ça de plein fouet et c'est hyper on trouve ça hyper violent en fait, cette capacité à faire passer les victimes pour des coupables, cette capacité à devoir expliquer pourquoi on veut un amphithéâtre Charb, enfin la culture, l'humanisme, enfin c'est évident. Non, Charb n'était pas l'étiquette qu'on lui affuble d'islamophobe, et il suffit de lire son livre posthume achevé 2 jours avant l'attentat du 7 janvier. Il fait 40 pages, enfin 40 pages. Je demande pas à ces gens-là de lire la Pléiade, enfin 40 pages. Puis d'ailleurs à des étudiants avec qui on a pu discuter, ce livre fait 40 pages. Il coûte 3 €. Il est complètement accessible. Le texte est accessible. Et puis très agréable à lire. Enfin, j'ai beaucoup. Enfin, voilà, on a beaucoup de mal avec cette inversion victimaire qui existe autour de Charb et de Charlie Hebdo en fait. Et on a beaucoup de mal avec cette inversion victimaire qui est entre guillemets populaire, mais on a beaucoup de mal aussi avec le fait qu'une université française comme la Sorbonne ait autant de difficultés à mettre un point d'arrêt à ça en disant stop, évidemment. Charb et les valeurs qu'il défendait, Charb victime du terrorisme, évidemment qu'on va nommer, enfin, ou en tout cas un amphithéâtre, une salle, un couloir, ce que vous voulez, mais évidemment, enfin je veux dire la question elle est assez c'est assez lunaire qu'elle soit si problématique. C'est ça, c'est pas une question administrative, c'est pas ça, parce que c'est pas isolé en fait. La non-réponse de la Sorbonne, elle s'inscrit dans un combat que Madame Brett elle mène depuis 2015 en fait. Donc c'est pas isolé. Et à dernier espoir, on le sait. Et la Sorbonne, ils le savent. Enfin, ils savent quel est leur choix à ce moment-là, entre guillemets. Et en fait, oui, c'est vrai qu'on ne comprend pas, on trouve ça complètement révoltant. Et en fait, voilà, au-delà de l'amphi-Charb en lui-même, c'est vraiment cette attitude immonde autour de sa mémoire. Et voilà, c'est ce qui nous choque le plus, en fait, à dernier espoir sur ce projet. Parlons laïcité, le débat. Un grand merci pour cette introduction. Je pense que ça a soulevé des envies de questions de la part du public. Donc n'hésitez pas, amis spectateurs, de lever la main pour qu'on puisse vous passer le micro. Voilà, bon, donc personnellement, je suis ravie de vous revoir, parce que je fais partie des 3 personnes dans cette salle qui nous étaient rendues à cette fameuse réunion, que j'ai beaucoup appréciée. Je savais que Jean-Michel Blanquer était partie prenante. J'ai fait donc la connaissance de Marika et j'ai découvert qu'elle était sous protection policière, que les policiers étaient dans la salle, et moi je suis ressortie de là vraiment extrêmement bouleversée. Donc moi j'admire votre combat. Je sais que vous avez pris donc parti pour Mila. Je suis très étonnée que l'avocat de Charlie Hebdo et de Mila
vous ne l'avez pas cité une seule fois, et je me dis qu'il pourrait être aussi un acteur extrêmement important dans ce combat. Merci, merci d'avoir été là à cette soirée. Merci d'être encore là. Et le plaisir est évidemment partagé pour moi. Effectivement, alors Richard Malka, c'est quelqu'un pour qui, à Dernier Espoir, on a beaucoup d'admiration, qui est un vrai pilier de ce combat, de Baby Lou à Charlie Hebdo. Évidemment, Richard Malka, évidemment. Après, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que Richard Malka, c'est quelqu'un qui a beaucoup c'est un homme de combat et de conviction, au point où en fait il est difficilement sollicitable. Richard Malka, il est tout le temps très occupé, et donc voilà, c'est un peu plus difficile d'avoir cette conversation avec lui. Mais voilà, Richard Malka, on sait que voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, et voilà, il y a aucun souci sur ça. Après, c'est vrai que nous, on a un peu plus de difficultés à le solliciter et à lui demander de prendre position et de son temps à ce sujet-là, sachant que voilà, il fait déjà vachement sa part du travail, de par évidemment les affaires qu'il traite. Bonsoir, merci pour ce témoignage. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, je m'en excuse, donc peut-être que ma question, vous avez peut-être déjà apporté la réponse au tout début de votre intervention. Ce qui m'intéresse, c'est... il y a plein de sujets qui m'intéressent autour de votre projet, bien sûr, mais j'aurais voulu savoir par curiosité si vous aviez pu mobiliser, ou en tout cas évoquer avec les associations de victimes du terrorisme ce travail pour la mémoire de Charb, qui n'est pas qu'une victime du terrorisme, mais c'est une victime du terrorisme, sachant que pour les associations de victimes, la lutte contre l'oubli, justement, le travail de mémoire, et c'est, vous avez raison, absolument vital pour la société, que ça passe par la jeunesse. C'est un des objectifs de ces associations. Est-ce que vous avez à un moment donné un contact ou un échange à ce sujet, ou pas du tout? Alors honnêtement, bonsoir. Non. Non, on n'a pas spécialement sollicité, en tout cas, les associations de victimes sur cette question. Voilà, donc je vais pas prétendre connaître leurs réponses. Je vais pas leur attribuer des propos qui sont pas les leurs. Par contre, puisqu'on parle de mémoire, moi je pense que c'est intéressant d'aborder la question du musée. Alors je ne sais plus comment il va s'appeler, je veux pas déformer le nom, mais je crois que c'est le musée du terrorisme d'ailleurs, qui ouvrira dans les mois ou les années à venir, je ne sais plus, je n'ai plus la date honnêtement, mais par contre qui a dans ses expositions et ses collections refusé d'intégrer les caricatures de Charlie Hebdo. Évidemment, je ne mets pas du tout ça sur les associations de victimes, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je pense juste que c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier, parce que ça démontre encore une fois le malaise autour, le malaise complètement injustifié autour de ces dessins. Mais non, effectivement, on n'a pas spécialement pensé, ni osé, je pense, solliciter les associations de victimes. Voilà, qui pareil, effectivement, en matière de devoir de mémoire, font un travail génial, et puis font souvent un travail de pédagogie aussi auprès des jeunes qui est essentiel. C'est peut-être pas exactement une question, mais ça ressemble de la part de la Sorbonne à ce qu'on appelle, nous, de l'autocensure. Et en fait, c'est synonyme de peur et de ne pas vouloir s'engager. Et la chancellerie, la Sorbonne dépendent quand même, entre autres aussi, du ministère de la Culture. Et est-ce que vous avez eu des réponses de la part du ministère de la Culture ? Que ce soit le ministre ou peu importe, enfin les services, parce que là c'est directement lié. Et ça voudrait dire que cette autocensure et ces peurs se situent ailleurs, et d'une manière encore, d'un point de vue hiérarchique, encore plus élevé. Alors, je vais répondre à votre question par une anecdote. En fait, en août 2022, on est allé avec Madame Brett à Plouguerneau, en Bretagne. On est allé rencontrer une superbe association qui restaure un phare et qui veut faire de ce phare un musée de la BD maritime. Voilà, donc en fait, c'est un travail titanesque. Et en fait, ils ont choisi, dans le jardin de ce phare, dans le cadre d'un festival de dessin de presse, d'exposer Charb. Et évidemment, c'était formidable, parce que des expos de Charb, comme je disais au début de mon intervention, il n'y en a pas beaucoup.
Donc c'était formidable, une expo qu'ils ont montée de toutes pièces. Voilà, les panneaux, ils les ont fait eux-mêmes. Enfin, voilà, c'est une exposition qui leur a demandé un grand travail. Et évidemment, ils ont sollicité la presse parce qu'on expose Charb et qu'on n'expose pas très souvent Charb, parce qu'on expose Charb dans leur région. Parce qu'autour, il y a évidemment le cadre qui était merveilleux, le phare, le jardin, tout ça. C'est dans un petit endroit magnifique. Et en fait, cette expo n'a pas reçu le soutien du ministère de la Culture. Alors qu'on est évidemment dans une expo Charb, mais on est aussi dans cette idée de restaurer le phare. Enfin, il y avait toutes les raisons pour que le ministère de la Culture ait ce projet de musée de la BD maritime. Cette expo avait toutes les raisons d'être soutenue par le ministère de la Culture, et ça n'a pas été le cas. L'exposition de Villeurbanne, si je ne dis pas de bêtises, de la mairie de Villeurbanne, début 2022, l'a pas été non plus. Donc en fait, non, on n'a pas de réponse du ministère de la Culture, qu'on n'a pas, il faut l'admettre, sollicité. On ne l'a pas sollicité, ça peut être à faire, évidemment, mais j'en attends malheureusement pas grand-chose. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. On va faire une petite pause dans le débat pour pouvoir donner la parole à notre Jean-Cri intergalactique pour nous dire un petit peu quels sont les dessins qu'il a pu réaliser jusqu'à présent. Jean-Cri, tu as la parole. Merci, c'était très intéressant. D'ailleurs, je me posais la question, qui est-ce qui a peur de la pièce de Charb? Il y a plein de... Madame Brett vous en parlerait mieux que moi parce que c'est elle qui fait ça depuis des années, mais en fait c'est assez pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, dans le sens, cette pièce elle a été refusée dans une université à Lille, sous prétexte, la réponse était celle-ci, sous prétexte de risque de débordement. Madame Brett a répondu très sérieusement au courriel lui indiquant l'annulation de la pièce. Des débordements de qui? Parce qu'en fait, c'est ça, votre question, elle est dedans. Des débordements de qui? Je vous donnerai bien la réponse, mais elle ne l'a jamais eue. Donc voilà, il y a aussi, lorsque cette pièce a été jouée dans une université parisienne, il y a eu des manifestations de syndicats étudiants demandant l'annulation de la pièce dans une université en France. Demandant l'annulation d'une pièce de théâtre. Enfin, c'est assez lunaire. Voilà, je n'aimerais pas le syndicat, mais voilà. Quand cette même pièce a été jouée à Sciences Po Paris, elle a dû être jouée avec une rue fermée, bouclée, et des cartes de CRS partout. Et d'ailleurs, elle s'est jouée de la même façon après les manifestations étudiantes de la représentation à Diderot. Il y a une mairie qui a refusé la pièce. Alors, accrochez-vous bien, parce que moi, celle-ci, la première fois que je l'ai entendue, ouais. Il y a une mairie qui a refusé la pièce sous prétexte que le maire a trouvé pertinent d'aller demander l'avis de l'imam de la ville avant d'accepter la représentation de la pièce. Et évidemment, l'imam a dit non. Et la pièce ne s'est pas faite. C'est étonnant. Et donc ça veut dire que les jeunes, effectivement, eux, manifestement, de ce que j'entends là, ont l'air les plus résistants à la liberté d'expression, quelque part. Alors, est-ce que ça touche que la jeunesse? Nous, notre travail, notre cible, c'est la jeunesse, évidemment. Mais voilà, on remarque que la lâcheté n'a pas d'âge, puisque dans d'autres contextes, c'était pas la jeunesse. Et d'ailleurs, la jeunesse, notamment grâce à l'UEJF, a réussi à faire jouer la pièce à Sciences Po Paris. C'était en décembre 2021. D'accord. Bon, je vois. En tous les cas, on voit qu'avec il y a encore des marges de progrès au niveau de l'expression des jeunes. Il fut une époque où on avait plus peur de l'expression des jeunes dans l'autre sens que justement dans ce sens-là. Alors, pour moi, au niveau de l'expression, j'ai deux dessins. Amphithéâtre, donc un dessin avec on va appeler ça un barbu, un islamiste, voilà. Donc en haut il y a écrit un amphithéâtre Charb à la Sorbonne, point d'interrogation. Et puis il y a le barbu qui dit j'en veux un aussi. Voilà.
Et puis un autre dessin aussi, donc toujours pareil sur la thématique qui nous occupe. Hein. Et puis là, donc là il est armé, notre barbu. J'ai repris le dessin, donc là j'ai repris le dessin de Charb. Le dessin, si vous vous souvenez, il avait fait un dessin où il avait dit meilleurs vœux, mais c'est pas encore. Voilà, on a encore un mois pour souhaiter ses vœux. Et il disait toujours vivant, hein, et puis en fin de compte c'est le dernier dessin qu'il a fait sur le sujet. Donc je l'ai repris, donc laïcité, amphithéâtre, Charb à la Sorbonne, et puis il pose la question, on peut venir pour l'inauguration. Voilà pour l'instant. Et ça a l'air de pas être fini, puisque notre archiviste est encore en train d'utiliser ses crayons et ses plumes, donc on pourra revoir un petit peu tout à l'heure à la suite de ces 2 premiers dessins. J'ai une question qui me vient, alors je vais dire quand même avant que dans ma tête c'est du 2e degré. Donc je prends une précaution, vous voyez, je suis dans le mouvement. Est-ce que Charb serait d'accord pour avoir un amphithéâtre à la Sorbonne? Alors, elle me fait sourire cette question, parce que je suis personne pour vous dire ce que Charb aurait voulu, tout simplement. J'ai pas cette prétention. Par contre, sa maman a écrit un merveilleux bouquin qui s'appelle Lettre à mon fils Charb, et dans lequel elle dit « Mon fils n'a jamais voulu être un héros ». Donc effectivement, de ce que je sais, Charb n'était pas quelqu'un qui aimait ni les honneurs ni les médailles. La question, effectivement, il était peut-être pas honneur et médaille, mais il était transmission et jeunesse. Et il faisait un travail assez impressionnant dans les écoles, notamment. Pour parler de liberté d'expression. Donc il n'était pas honneur et médaille, et il n'était pas plaque avec son nom, mais par contre il était plutôt importance de la jeunesse et de la transmission. Donc je pense que c'est plutôt en ce sens-là que ça a du sens. Alors Floriane, je crois que tu as écrit un livre. Tu peux nous en parler ? Oui, alors rapidement, j'ai écrit un livre ce livre est sorti en juin 2022. Alors j'ai écrit ce livre qui s'intitule Demain je vais vivre aux éditions Le Lys Bleu. Et alors en fait j'ai écrit ce livre sans la moindre prétention. D'ailleurs c'était on m'a proposé l'écriture de ce livre et j'ai trouvé ça... quand j'ai regardé notamment l'éditeur en lui disant mais pardon, moi j'ai écrit un livre mais j'ai rien à dire. Et en fait j'ai trouvé un angle qui m'a beaucoup plu dans l'écriture de ce livre. C'est celui donc dans ce livre je parle du cyberharcèlement. Je parle notamment, alors je parle pas du projet Charb parce que ce livre a été achevé avant voilà, qu'on soit sur cette question, mais par contre je parle du cyberharcèlement. Je parle de comment une jeune femme qui a grandi dans un village paumé en Normandie se retrouve du jour au lendemain sur un plateau télé à expliquer pourquoi elle a été victime de cyberharcèlement pour avoir défendu une jeune femme qui elle-même se retrouve du jour au lendemain à l'âge de 16 ans sous protection policière. Et en fait, je choisis cet angle parce que la seule chose que je veux dire dans ce livre, en fait, c'est que les dangers de plein de choses, de plein de maux de notre société, mais notamment de l'islamisme, de l'entrisme et du communautarisme, ils sont pas, ils sont pas loin, en fait. C'est pas le problème des autres. Moi, je pense que mes propres parents, qui n'étaient pas spécialement engagés sur la question, ont très longtemps cru d'ailleurs que on n'aurait jamais imaginé que ça aurait pu être le problème que ça aurait pu viser leur fille en fait. Et donc en fait le cyberharcèlement en général, mais évidemment les menaces liées à ces questions, et ben en fait c'est pas le problème des autres, c'est pas que le problème des autres. Donc effectivement la liberté d'expression, la préserver, c'est le travail de tout le monde. C'est notre travail général, la liberté, nos valeurs, la laïcité, c'est notre bien commun. Et donc en fait c'est ça que je cherche à dire dans ce livre, c'est qu'il y a un énorme travail à faire et qu'il n'est pas que celui des autres, qu'on peut tous apporter notre pierre à l'édifice, parce que demain, la jeune femme de 16 ans qui se retrouve sous protection policière, et ben, ça peut être votre enfant, votre nièce, votre cousine, etc. Et donc en fait
Je veux dire qu'il y a un énorme travail à faire et que ce travail à faire, il est commun puisque la laïcité, c'est notre bien précieux et commun. Je voulais peut-être revenir, c'est quand on est arrivé, nous aussi on est arrivé un petit peu en retard, c'était pour le fait de parler de laïcité. Et alors nous, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, du conseil sur le territoire d'Évry-Courcouronnes, il y a un conseil de citoyens local de la laïcité et nous sommes une douzaine. Et c'est un conseil qui est né dans le cadre du pacte républicain, justement suite aux attentats en 2016. Et donc ce conseil existe depuis 2016 et il est actif depuis 2016. Et plus on avance dans le temps, plus on rencontre du monde sur le territoire d'Évry-Courcouronnes. Et par contre, nous, la conclusion qu'on peut apporter, qui est, je pense, réjouissante en tous les cas, c'est que les gens, d'une manière générale, ont envie de parler de laïcité, se posent beaucoup de questions dans le cadre de la laïcité. Mais par contre, tous nos débats qu'on peut organiser ici et là, on les protège d'une manière d'une manière très ordinaire, c'est-à-dire qu'on protège, on respecte l'anonymat, c'est-à-dire que même les paroles, si on les reprend, on ne met pas on ne dit pas qui a parlé et qui a dit quoi. Il y a cet anonymat, il y a la confidentialité aussi, et puis on organise tous les débats avec un groupe de 10-12 personnes au plus. Et la règle du jeu, si je puis dire, c'est de ne pas parler à la place de quelqu'un d'autre et de ne parler qu'en son nom propre. Et à partir du moment où on a installé ce climat de confiance, et les gens parlent vraiment volontiers et il y a la parole qui se libère, mais dans ces cas-là, on est loin des réseaux sociaux, on est loin des téléphones, on est loin de tous les médias et on parvient, je pense, c'est pour ça qu'on continue, à avoir une authenticité, en tous les cas, dans les propos de chacun. Et je crois que c'est ce genre d'action qui devrait être multipliée et exister partout, y compris auprès des jeunes. Hein. Quand je dis là, c'est tout public, hein, c'est à la fois des jeunes collégiens, des jeunes adultes ou alors carrément des adultes, les parents en particulier. Enfin voilà, c'était aussi pour dire qu'il y avait des actions qui se produisaient. Il y a toutes ces actions, je pense elles existent un petit peu partout sur le territoire en tous les cas en France, mais je crois surtout en Europe, si j'ai bien compris aussi. Et ça me paraît important et intéressant aussi d'aller solliciter, j'en suis toujours sur Charb, d'aller solliciter justement toutes ces personnalités, parce que là aussi, je crois du coup, sous prétexte de confidentialité du propos, on ne parle pas suffisamment, et peut-être parce que nous les premiers, je veux dire, on se protège aussi, et c'est vrai qu'on veut pas obligatoirement des articles on en veut bien, mais il n'y a pas nos photos et il n'y a pas nos noms, parce qu'effectivement il y a quand même une peur ambiante qui existe, mais ceci étant, quand on se déplace sur le terrain et qu'on parle avec les gens, la vraie parole, la vraie communication, là, ça fonctionne très bien et à 100%. Merci pour cette information. Effectivement, là où je vous rejoins, peut-être sûrement pas sur le même format, mais notamment pour l'amphithéâtre Charb, on est allé tracter, rencontrer des jeunes, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, avoir une discussion en tête-à-tête avec 3 jeunes, à côté de, 3 étudiants qui vont à la fac, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un débat sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il faut rappeler, pour ça, il faut poser une base, c'est les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est une base qu'il faut rappeler et reposer, notamment auprès de beaucoup de jeunes. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et en fait, le danger de croire que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, c'est de croire que Twitter, où tout s'enflamme très vite et où tout tourne très vite à l'insulte et où la réponse doit se faire en un nombre limité de caractères, c'est la façon de discuter dans la vraie vie. Alors certainement pas. La façon de discuter dans la vraie vie, c'est d'entendre l'autre, c'est l'argumentaire, c'est le fait d'accepter l'altérité. Et puis d'y répondre si jamais. C'est toutes ces choses-là.
qui effectivement sont essentielles et qui existent sûrement au sein de vos petits groupes, au sein de votre action, et qui est essentiel. Voir l'autre, c'est le matérialiser, tout simplement. Évidemment, pour ça, je vais reparler très rapidement de l'affaire Mila. Quand on peut envoyer des horreurs à une jeune femme de 16 ans, mais des trucs inimaginables, je reprends cette idée de montage avec sa tête décapitée, ou voilà des messages mais d'une violence appelant au meurtre, au viol, à la décapitation, enfin je vous passe les détails. Et ben en fait, je pense, évidemment il y a un petit groupe qui le ferait, mais je pense qu'effectivement sur les réseaux sociaux ça n'existerait pas. On ne s'adresse pas à l'autre et on ne matérialise pas l'autre de la même façon quand on l'a en face que quand on envoie un tweet sur les réseaux sociaux. Quand le hashtag Mila devient viral, c'est même plus une personne, c'est un sujet dont on parle et dont d'ailleurs les politiques s'emparent un petit peu de part et d'autre et de façon assez pitoyable, à part certains, mais autrement voilà, de façon assez pitoyable, quand Madame Ségolène Royal la traite d'enfants mal élevés devant toute la France, quand le recteur de la mosquée de Paris dit qu'entre guillemets elle a ce qu'elle mérite. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de lancer contre une jeune femme de 16 ans, contre une adolescente, c'est lunaire. Et en fait, je pense que voilà, cette escalade, elle se fait. Je dis nos jeunes, mais voilà, je cite évidemment Madame Royal dans le sens où voilà, c'est pas que des jeunes, c'est pas que des jeunes qui tombent dans ce piège-là en fait. On a une société qui a beaucoup tendance à tomber dans ce piège-là. C'est le jour où Mila devient un sujet. Uniquement un sujet, plus quelqu'un, un sujet dont on débat comme on débattrait entre guillemets de la pluie et du beau temps. Et à propos de laquelle on s'adresse comme on s'adresserait presque à propos d'un objet en fait, de curiosité collective. Et là, ça devient sordide. Et évidemment, c'est la discussion qu'on a un million de fois à propos de la critique des religions, mais à propos de plein d'autres choses aussi. Instaurer le respect qui est dû à un individu qui a des droits et la critique légitime d'une idée. Enfin, c'est instaurer la différence entre ces deux principes qui est essentiel. Voilà. Donc effectivement, peut-être que cette idée de petit groupe et de créer une altérité, de créer une sorte d'intimité là où l'altérité peut exister sans qu'elle soit source de tensions insoutenables. Je pense que c'est une très bonne idée et elle est importante effectivement à créer, à développer. Et effectivement, aller voir les jeunes, aller les voir, aller à leur rencontre, leur parler, parce que les jeunes, c'est vaste. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'utilise ce terme, les jeunes, les étudiants, parce que effectivement, c'est pas possible de faire autrement, mais évidemment qu'il faut aller les voir, que c'est pas un concept abstrait, qu'il y en a. Qui a des jeunes tous différents les uns des autres, avec évidemment des parcours, des idées, etc. Et évidemment, il y a un travail très important de dialogue à faire auprès de cette jeunesse. Et simplement terminer sur ce que vous me disiez, que je trouve regrettable, mais pas à votre propos, pas de votre part évidemment. Je trouve regrettable le contexte qui fait qu'on doive tenir une discussion sur des thèmes comme la laïcité, comme vous disiez, voilà, de manière anonyme, se méfier de tous les articles qui sortent, faire attention que vos noms et vos visages ne sortent pas. Je le comprends, et vous protéger, c'est important. Je trouve juste ça, en fait, je trouve qu'on arrive à un stade où c'est très très grave de ne plus pouvoir avoir de discussion en République sans ces précautions-là. Je dis, c'est pour ça que je parlais d'autocensure tout à l'heure, c'est tout. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas répondu à la première partie de votre remarque. Effectivement qu'il y a une question d'autocensure. Après, on sait aussi que notre projet, il pose problème. Enfin, il pose problème. C'est pas notre projet qui pose problème, c'est le contexte autour. Mais on voit où la Sorbonne est un petit peu bloquée. C'est que nous dire oui, effectivement, il y a cette idée d'autocensure, il y a cette idée qu'effectivement, il y a des étudiants qui vont s'y opposer, qui vont... on le sait. Être la première université qui nomme un amphithéâtre au nom de Charb, enfin, voilà, on sait... Ce qui peut les embêter. Après, c'est aussi une question de nécessité
de nécessité de prendre, pour une institution comme la Sorbonne, en fait, de reposer les bases, de dire effectivement ça peut exister, mais on est en France et puis Charb n'est coupable de rien. D'ailleurs, voilà, il y a eu, si je reprends rapidement, il y a eu Charlie Hebdo a essuyé un bon nombre de procès, mais bon, avec l'avocat, le superbe avocat qu'ils ont, maître Richard Malka, voilà, je vais nommer par exemple le fameux procès des caricatures. Il a été gagné ce procès légalement. Charlie Hebdo n'a rien fait de mal et Charb non plus. Ça, il faut le poser. Il n'a rien fait de mal. Et en fait, évidemment, c'est la question qui s'est aussi posée pour Mila, une enfant de 16 ans menacée de mort au point de se retrouver sous protection policière. On arrive quand même à se poser la question de peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal, ou je vais aller plus loin, parce que c'est ce qui se dit. Elle l'a peut-être cherché. Alors non, non. En fait, on va reposer les bases. En République, la peine de mort n'existe pas, donc rien ne mérite la mort ni la menace de mort. Donc elle l'a peut-être cherché. Exit. Il y a eu une enquête au tout début de l'affaire Mila, et il y a eu un non-lieu. Mila n'est coupable de rien. Elle n'a rien fait de mal. Dire que ces harceleurs ont été condamnés pour menace de mort. Oui. Dire qu'elle n'a rien fait aussi. Dire qu'elle n'a rien fait de mal, pardon, aussi. Parce que c'est remettre les choses à leur place à un moment donné. Et c'est dire qui sont les coupables, qui a été condamné par la justice et qui sont les victimes. Et c'est un petit peu revenir sur la question, Charb n'a pas été condamné par la justice. Cependant, les complices présumés des attentats de janvier 2015 ont été jugés et ont été condamnés par la justice. À partir de là, je pense qu'on a tout dit. Voilà, et c'est effectivement c'est une responsabilité à assumer. En fait, c'est une position à assumer et puis qui devrait pas être si difficile à l'être. Pour rebondir sur Mila, j'ai beaucoup entendu parler de cette jeune fille et j'ai emprunté donc je suis abonnée à la médiathèque d'Evry et j'ai emprunté ce livre et il est vraiment bouleversant parce que elle avait 16 ans, effectivement, quand elle a subi toutes ces attaques ignobles. Sauf que c'est une gamine, dès l'enfance, qui a un passé vraiment tragique. C'est déjà toute sa personnalité. Elle était hyperactive, elle avait des problèmes à l'école, elle avait... les parents, à un moment donné, ils avaient souhaité entamer un suivi psychologique avec elle. Et quand cette affaire-là lui est tombée sur le dos, il n'y a pas d'autre terme. Enfin, moi, personnellement, pareil, plus je lisais, plus j'étais bouleversée. Effectivement, il y a... Alors, vous abordez cette question, et il y en a une autre qui est abordée dans le livre de Mila. C'est aussi la question de la liberté qu'elle prend vis-à-vis d'elle-même, qui est la sienne d'ailleurs, de la liberté qui est la sienne, dès le début, notamment du lycée, où elle joue de son apparence, où elle s'habille comme elle l'entend, où elle vit sa vie amoureuse comme elle l'entend, et où déjà là, elle est cible de moqueries, d'injures, voire même pire. À petite ou à grande échelle, on comprend bien dans ce livre que c'est la liberté de Mila qui dérange, en fait. Et qu'effectivement, on a trouvé pour prétexte, elle a dit 2 mots sur l'islam, mais en fait, c'est tout ce qu'elle est qui dérange. C'est la liberté. Déjà, c'est le concept de femme libre qui dérange. Et la femme libre, ça fait peur. Ça fait peur aux intégrismes. Suffit de voir ce qui se passe en Iran. Quand les femmes se libèrent, ça fait peur à l'intégrisme. Et Mila, c'est une femme infiniment libre. Qui s'assume totalement et qui vit totalement, qui vit sa vie de femme en totale liberté dès très jeune en fait. Et effectivement, dès très jeune, on voit que l'idée que ce soit une jeune femme libre et totalement épanouie et à l'aise avec elle-même, avec sa vie amoureuse, avec son orientation sexuelle, enfin toutes ces choses-là.
effectivement, dès le début, ça pose les bases d'une femme libre et d'une liberté qui dérange, bien sûr. Oui, j'avais une question. J'ai du mal à comprendre quel est l'argumentaire des étudiants qui manifestent contre la pièce. C'est un épisode qui a eu lieu à Paris Diderot, la manifestation contre la pièce Charb. Alors en fait, les arguments, je vais pas leur faire l'honneur de les avoir inventés, même si je suis pas sûre que ce soit un super bonheur. En fait, ils sont surtout dans la répétition de ce qu'ils entendent. Et c'est un peu le drame, de notre jeunesse et d'une jeunesse nourrie et biberonnée aux réseaux sociaux. En fait, ils sont dans le... évidemment, donc il y a cette affaire des caricatures, il y a l'attentat et il y a tout ce qui va découler de ça. Donc Charb islamophobe, Charb raciste, Charb l'horrible dessinateur qui caricature gratuitement le prophète parce qu'il se lève carrément le matin en disant aujourd'hui je vais me taper du Mahomet, enfin assez lunaire comme image, mais pourquoi pas. Voilà, il y a en fait tout ce qui est entendu. Et en fait, l'argumentaire va pas très loin. Et c'est là où je soulevais la question du livre de Charb tout à l'heure. Le livre posthume de Charb, dont est issue la pièce, a été achevé le 5 janvier 2015. Publié par la suite. Et en fait, ce livre répond complètement aux questions... répond complètement aux questions, oui d'ailleurs, et aux argumentaires complètement foireux de ceux qui aujourd'hui voudraient qu'on censure Charb, qu'on censure la pièce, qu'on censure les dessins, à coup d'arguments fallacieux de Charb islamophobe. Il répond complètement et sur le fond sur l'énorme escroquerie qui se cache derrière le terme d'islamophobie. Et il répond de manière extrêmement pédagogique. Dans un livre très court. Donc en fait, l'argumentaire, il est basé sur pas grand-chose, honnêtement. Il est basé sur beaucoup de on-dit, il est basé sur beaucoup de Charb, Charlie Hebdo, islamophobe, raciste, enfin tout ce qui se dit et se répète. Mais en fait, on a beaucoup de mal à prouver que Charb est raciste, parce que Charb était profondément antiraciste. Donc bon, c'est vrai que là, si vous leur demandez de vous argumenter Charb raciste, ça va devenir compliqué en fait. Et puis si vous leur demandez de vous argumenter Charb islamophobe, eh ben on va vous répondre. En fait, ça soulève un autre débat, mais j'aime beaucoup cette question parce qu'elle soulève un autre débat. En fait, alors ce qui se cache derrière le terme d'islamophobie, Charb le décrit très bien. C'est cette volonté d'utiliser ce terme pour en fait intimider, faire taire, culpabiliser, l'inversion victimaire dont on parlait, tous ceux qui auraient envie d'émettre une critique sur l'islam, non pas sur les musulmans, sur l'islam. Parce qu'à partir du moment où on vous affuble d'un terme pareil, vous devenez le gars horrible sans aucune humanité. Enfin, on vous relègue en fait, c'est ça, on vous relègue au statut de coupable par défaut. Et puis en fait, ça évite d'argumenter, tout simplement. C'est-à-dire que répondre Charb est islamophobe. Oui, mais d'accord, mais développe, qu'est-ce qui te dérange dans ces dessins? Charb est islamophobe. En fait, ça coupe très vite un débat, ce genre de termes. C'est une façon d'ostraciser ce qui te dérange et ou ce qu'on ne comprend pas d'ailleurs. Et en fait, on a très vite fait Une fois qu'on a posé ça, en fait, on se dit qu'on n'a pas besoin de poser quoi que ce soit d'autre et qu'on a encore moins besoin d'argumenter un débat. Alors, si on souhaitait organiser un concours de caricature ou de dessin, quel conseil tu pourrais nous donner? Oula, alors déjà, je vais pas vous donner de conseils en dessin. Première étape. Alors, quel conseil je pourrais vous donner? Je vous ai expliqué dans les détails que j'étais pas spécialement la reine de l'organisation. Simplement savoir qui vous visez déjà. Enfin, voilà, quel thème, pourquoi, quel type de participants on va chercher. Et puis qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce concours? Qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut faire réfléchir? Parce qu'en fait, une caricature ou un dessin de presse, c'est jamais gratuit. Enfin, il en existe des très mauvais, faut le dire. Il y a des dessins de presse qui sont très mauvais, des caricatures aussi. Mais dans l'absolu,
notamment le dessin de presse, c'est jamais gratuit. Et ça, alors ça, c'est un truc qui a pas vraiment été soulevé, mais notamment concernant Charb et concernant les fameuses caricatures. J'ai l'impression que ces caricatures, on les sort tellement de leur contexte tout le temps qu'en fait, elles sont apparues comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, tiens, on va casser du Mahomet. Oui, d'accord, mais on est dans un journal satirique, donc non, comme ça, enfin, non. Une caricature, et notamment un dessin de presse, en l'occurrence, c'est jamais gratuit. Il y a un vrai travail du dessinateur sur l'actualité, sur qu'est-ce qu'il en fait, sur ce qu'il veut dénoncer, et sur la manière dont il fait passer un message, en fait, et dont il fait passer le message, tout simplement. Donc voilà, et puis ensuite, là où nous, la question, elle a été hyper intéressante, c'est le jury. Avec qui vous travaillez, parce qu'évidemment, le dessin de presse, c'est un vrai travail, c'est un travail de plusieurs années. Charb le savait. Charb était notamment un grand admirateur de Cabu, donc Charb le savait. Les dessinateurs de presse le savent en général. C'est un vrai travail, et donc effectivement, ne pas hésiter à demander conseil. En fait, c'est ça, vous me demandez quel conseil je vous donne, mais ne pas hésiter à demander conseil. Le faire intelligemment, et puis le faire avec les bonnes personnes, et puis à partir de là, on peut tout faire. Alors moi, j'en avais une quand même qui était... parce que c'est une équipe, hein, on a compris une dizaine de personnes au tout départ que cette association Dernier Espoir, une association qui n'a pas encore 3 ans, qui aura 3 ans en juillet. Qu'est-ce que ça a impacté sur les uns et les autres, sur le parcours? Est-ce qu'il y a de nouveaux membres? Est-ce que des membres sont partis? Qu'est-ce que ça a impacté sur votre vie d'étudiant aux uns et aux autres? Qu'est-ce que ça a impacté sur nos vies d'étudiants? Alors plein de choses, mais effectivement, alors des gens qui viennent et qui s'en vont, j'ai envie de dire que c'est le devenir de beaucoup d'associations, et surtout quand on est jeune, parce que la vie elle tourne très très vite quand on a 17, 18, 19 ans. On fait des choix, on en fait d'autres, et puis on a envie d'aller vivre d'autres choses, et voilà, il y a, en tout cas, à Dernier Espoir, il n'y a pas eu de... Si la question c'est un petit peu celle-ci, il n'y a pas eu de turnover lié notamment à ça, en disant moi je suis pas d'accord sur ce qui est fait ou machin, et je m'en vais. Il n'y a pas eu on a la chance de ne pas avoir eu cette problématique-là. On discute et puis on s'engueule des fois aussi. Mais c'est important de s'engueuler d'ailleurs. Et en fait, alors qu'est-ce que ça a impacté sur nos vies d'étudiants ? Je pourrais encore une fois pas parler au nom des autres, mais effectivement, notre vice-présidente qui est formidable et qui est en première année à l'université. Alors, je pense pas que ce soit l'association qui ait changé ça, mais plutôt sa sensibilité de base à ces questions-là, et qui parfois se sent mais complètement exaspérée de ce qu'elle entend à l'université, de ce qu'elle voit d'autres jeunes à l'université, et qui me dit mais c'est lunaire, mais je veux plus y aller, mais c'est qui a en fait déjà une sensibilité qui est importante, parce que c'est aussi une jeune femme très cultivée, qui fait de la philo, et c'est pas pour rien, qui sait pourquoi en fait l'humanisme est important, parce qu'elle lit de grands humanistes, parce qu'elle se renseigne, parce qu'elle se cultive. En fait, je pense que c'est plutôt elle qui apporte quelque chose à Dernier Espoir que l'inverse. Mais en fait, je pense que c'est ça, Dernier Espoir, c'est une somme d'apports de chacun, avec et son histoire, et son bagage, et son parcours. Et en fait, on a cette liberté en commun, ce quelque part d'humanisme, d'universalisme, de laïcité, de liberté absolue. Et sinon, si je peux parler de la vie d'étudiant, alors déjà, moi, au début de Dernier Espoir, j'étais étudiante infirmière. Je suis en lettres aujourd'hui, donc évidemment que ça a un lien, puisque quand on vous donne la possibilité de vous exprimer sur un sujet qui est super important et sociétal, vous vous dites que ça pourrait être bien d'apprendre à vous exprimer, justement, parce que quand on a 18 ans,
quand on est en études sanitaires et sociales. Je suis pas sûre qu'on soit... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, encore une fois, j'étais peut-être pas la plus à l'aise pour écrire une tribune ou pour aller faire un débat sur un plateau ou peu importe, en fait, pour aller intervenir publiquement. Donc, en fait, j'ai fait ce choix-là. Et puis, en fait, j'ai fait ce choix aussi... parce que j'ai 20 ans et que je pense à l'avenir. Et que c'est vrai que quand je faisais mes études d'infirmière, je savais que je voulais aider les autres. Aujourd'hui, je sais aussi que je veux aider les autres, mais d'une autre façon, parce que je veux faire du journalisme. Donc, je sais que je veux aider les autres, je sais que je veux m'engager pour une cause qui me tient à cœur, et je sais que voilà, j'ai des choses à dire. Et d'ailleurs, on en a tous, mais... j'ai envie en fait de pouvoir faire quelque chose en fait de ça et de ces années dernier espoir. Alors je crois que Jean-Cry nous a fait un autre dessin, donc on va lui redonner la parole. Alors oui, c'est un dessin en reprenant l'histoire de la pièce justement. Donc il y a une grande affiche de la pièce juste à côté de la porte de l'entrée du théâtre. Au-dessus de l'affiche, il y a un grand panneau annulé. Devant le théâtre, il y a écrit fermé. Et puis il y a Marianne qui arrive et qui fait encore raté. Alors, en tout cas, je pense que on serait ravis, et je sais qu'on a beaucoup de membres de l'équipe d'animation laïcité dans cette salle, d'accueillir une exposition de Charb dans ces locaux et peut-être ailleurs. Et sans difficulté. Comment on fait si on veut faire venir une exposition de Charb? Alors, je vous ai parlé de Plouguerneau tout à l'heure, et je vais aller au plus simple. Je suis super contente que vous me disiez ça d'ailleurs. Je vous ai parlé de Plouguerneau tout à l'heure. Cette exposition, elle a été faite par l'association du Phare de Lanvaon qui veut faire ce fameux projet de musée de la BD maritime. Et cette exposition... elle n'a pas été faite pour sortir en août et finir dans des cartons. En fait, cette exposition, elle tourne. Elle est prêtée gratuitement. Les frais de transport sont évidemment à la charge de l'emprunteur, mais sinon, elle est prêtée gratuitement. Et voilà, et elle est mise à disposition des collectivités, des mairies, des écoles, enfin de qui veut la prendre. On pourra, après l'émission, continuer à échanger sur le sujet, parce que c'est là que ça nous donne des documents. J'ai eu l'occasion, moi, de la voir, cette pièce de théâtre Lettres aux escrocs de l'islamophobie faisant le jeu des racistes, qui est absolument formidable, et que j'invite vraiment tout le monde à découvrir. Notamment, il y a quelque chose que je ressors très souvent, que je trouve extraordinaire dans le texte. Il prend l'exemple de deux musulmans qui vont tous les deux chercher un appartement à Paris. Et ces deux musulmans... il y en a un qui s'appelle, alors je me souviens plus des prénoms du livre. Mouloud et Gérard. Voilà, Mouloud et Gérard. Voilà, deux musulmans, Mouloud et Gérard, qui ont la même situation familiale, la même situation financière, la même situation professionnelle, les mêmes revenus, et ils font une demande de logement pour avoir le logement. Eh bien, les deux visitent le logement, les deux font une proposition, et qui c'est qui va avoir le logement ? Eh ben, c'est Gérard et pas Mouloud. Et pourtant, tous les deux sont musulmans. Moralité, ce n'est pas une discrimination sur la religion, c'est bien du racisme. Et il faut se battre contre cette islamophobie inventée, patentée, qui n'a aucun sens réel. C'est du racisme, c'est une nouvelle forme du racisme. C'est ces attaques, on essaye de substituer un mot. Et donc, dans ces novlangues, dans ces glissements qu'on peut voir dans 1984 de George Orwell notamment, il faut absolument les combattre, parce que mal nommer les choses, comme dirait Camus, c'est apporter à la misère du monde. Voilà. Si tu me le permets, Jérémy, juste pour compléter ce que tu as dit sur l'islamophobie, qui est très important. L'islamophobie, c'est un concept politique, c'est une arme politique, on sait d'où ça vient, qui l'a inventé. Il y a tout un tas de lobbyistes et d'associations pendant de nombreuses années, notamment le CCIF, qui ont essayé d'obtenir une jurisprudence. Parce que l'objectif, c'est de faire condamner quelqu'un pour cette soi-disant islamophobie, pour en fait rétablir de facto le délit de blasphème qui n'existe plus dans la loi française. Donc je crois que c'est ça qui est important. Et en effet, l'exemple qui est donné, que tu as rappelé, c'est effectivement un exemple de discrimination basée sur le racisme, qui est évidemment un fléau qu'il faut combattre. Mais rien à voir avec une soi-disant atteinte à la religion et aux musulmans. D'ailleurs, il suffit juste de regarder la construction du mot.
On ne parle pas de musulmanophobie, on parle bien d'islamophobie. Donc en fait, il ne faut pas aller très très loin pour se rendre compte que, effectivement, je vous suis, qu'en fait les condamnations et les accusations en islamophobie, elles ne visent pas des attaques ou des atteintes aux personnes en raison de leur religion, mais bel et bien des atteintes et des attaques, surtout, à l'islam en tant qu'idée et tout aussi critiquable qu'est cette religion et que sont toutes les autres d'ailleurs. Mais évidemment, affubler la moindre critique envers l'islam de ce terme d'islamophobie, évidemment, c'est une accusation qui est portée à ceux qu'on accuse de blasphème, en fait, tout simplement. Bien sûr. Oui, en effet, donc effectivement, l'histoire de l'islamophobie, qui est entre guillemets, on pourrait même dire un sous-ensemble du racisme, voilà, et après on lui met différentes étiquettes. Est-ce que ça s'inscrit pas dans une vision communautariste, un peu à la de wokisme, en fin de compte? Est-ce que c'est pas la lignée directe du wokisme, c'est-à-dire je découpe en tranches les communautés, comme je découperai en tranches les racismes? Ce qui fait qu'effectivement on noie complètement la chose et puis on sait plus de quoi on parle et puis après ça fait ce que ça donne, c'est des jeunes qui militent contre la liberté d'expression. En fait, je pense que je vous suis tout à fait. Je pense que la meilleure arme contre la meilleure façon en fait de créer de la haine, c'est de diviser et ça a bien été compris. Évidemment que le terme islamophobie a pour but de créer une division, voilà, pour pas utiliser le terme général raciste, parce que c'est du racisme. Dans les cas où voilà, l'exemple du livre de Charb, Mouloud et Gérard. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a aussi un autre exemple d'une femme voilée qui se fait lyncher en fait parce qu'elle porte le voile. Charb dénonce ces gens qui vont se précipiter sur la défense de l'islam, sur la défense du voile, alors que les humanismes, enfin les humanistes en général, vont simplement défendre la femme qui s'est fait agresser en fait. Et Charb aborde cette idée que effectivement, ce jeu avec le terme islamophobie mène à défendre le voile, à défendre la femme musulmane, mais plutôt parce qu'elle est musulmane que parce qu'elle est femme d'ailleurs. Enfin voilà, c'est cette idée qu'on ne peut pas défendre simplement une femme victime d'agression. Donc ça répond à cette même idée. Et évidemment qu'en faisant croire à des jeunes, en fait c'est le danger du communautarisme, c'est qu'en faisant croire à des jeunes qu'ils n'appartiennent, je vais le prendre autrement, quand on est jeune, on a ce besoin d'appartenir à quelque chose, c'est naturel et il existe depuis toujours. Quand on fait croire à des jeunes qu'ils n'appartiennent pas au commun, à la République, à la communauté nationale, quand on leur fait croire qu'en fait la communauté nationale n'existe pas et qu'elle est divisée en tout un tas de petites communautés, quand on fait croire à la jeunesse quand on fait croire à un jeune qu'il n'appartiendra jamais au commun, mais qu'il appartient à une communauté bien définie, de laquelle il ne peut pas sortir d'ailleurs, mais c'est l'emprisonner dans des dogmes, c'est le priver d'une liberté absolue à laquelle il a le droit. En fait, c'est un guide à penser, le communautarisme. C'est ne pas ouvrir la porte à tout ce qui peut exister de différent et à tout ce qui pourrait, entre guillemets, créer la possibilité chez un jeune de faire un choix. Donc évidemment que le communautarisme est une des meilleures armes pour les entrismes religieux. Deux choses pour revenir sur le principe d'islamophobie, puisqu'on était dans la sociologie, on peut passer dans la grammaire et la philologie. Être islamophobe, on peut très bien être islamophobe si on n'a pas aimé le principe 2. Je rappelle qu'agoraphobe, ça ne veut pas dire combattre le monde, ça veut dire avoir peur de la foule. Donc le suffixe phobe a été lui-même substitué, construit pour justement déguiser une autre parole que l'on sait aujourd'hui être celui de la remise en secteur juridique de ce qui pourrait apparaître comme blasphème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans l'affaire Calas, Voltaire, qui parlant de toutes ces personnes, dit « Ils se firent dévots de peur de n'être rien ». Voilà, pour répondre à votre question. Bien sûr. Merci beaucoup, Floriane. Je pense que ça mérite des applaudissements. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts
Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Merci de ce courage aussi, de ce combat militant à porter. Il faut le continuer. On essaye à notre petit niveau aussi d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour déjà faire porte-voix, à défaut d'être porte-parole qu'on a là et qui est extraordinaire là-dessus. Et on va continuer. Donc merci beaucoup. La prochaine émission qui aura lieu, ça sera le jeudi 6 avril. Et on va parler de comprendre la radicalisation. On va essayer de découvrir un petit peu tout ça. On aura un invité qui nous a fait le plaisir d'être d'ailleurs dans la salle aujourd'hui, c'est Stéphane Lacombe. Et parce que Stéphane, en fait, est formateur et consultant sur les questions de cohésion sociale et de radicalisation. Donc on aura cette grande chance de pouvoir l'entendre le mois prochain. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.